one of the most cunning killers they've ever had to trace. Could I have done more? Should I have done more? Police are investigating the discovery of a woman's body. 28-year-old Wilma McCann. People read in the newspaper of prostitutes being killed, they shrug and move on. It was desperate times. It just seemed to be a one-off murder. Another body was found. This was the ultimate crime against women. They had a similar type of injuries to a legendary Victorian killer. The so-called Yorkshire Ripper. The police inferred if you were not a prostitute, then you were fine. The Yorkshire Ripper has struck again. Unlike the previous victims, she was no prostitute. My God. Any woman was at risk. This murder changed everything. The anger was now at boiling point. 5 years is too long. If they haven't caught him yet, I don't think they ever will. He had successfully hoodwinked an entire police force. The police are actually excluding evidence. You cannot conceive of what it was like. I'm the Ripper. I thought they will never catch him. Never. Ever. He controlled us all. He was the last person in the world that you'd have suspected. She said, no, let me go, let me go. He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead. Dead. Suspect X avec Christian Page et Camille. Radio X. Bon début de semaine sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans ce rendez-vous pour les amateurs de true crime, de phénomènes criminels, tueurs en série, Suspect X. Et on retourne, je me plais à le dire de semaine en semaine, parce que oui, vous avez reconnu la récurrence. On s'en va dans un terreau fertile du Royaume-Uni pour ce qui est des criminels et des tueurs en série. Ce soir, notre Suspect X est connu sous le surnom du Yorkshire Ripper, l'éventreur de Yorkshire. Peter Sutcliffe est notre Suspect X. Et pour en parler autour de la table, l'animateur, Monsieur Christian Page. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Autour de la table, on avait aussi le criminologue Dan Carosella, mais Christian, pour des raisons personnelles, dans les prochaines semaines, Dan ne pourra pas être avec nous, mais l'émission suit quand même son cours. J'ai le maître pour en parler ce soir. Parfait. On va essayer de combler de manière agréable l'absence de Daniel. À 100%. Et on vient d'entendre la bande-annonce d'un documentaire sur Netflix. J'ai probablement dû le voir parce que j'ai dévoré tout ce qu'il y avait de matériel Netflix dans les dernières années. Et ça fait quand même un petit bout, 2020, sur la piste de l'éventreur de Yorkshire. C'est une mini-série de 4 épisodes qui est sur Netflix présentement. C'est pas celui qui marque le plus l'imaginaire, mais c'est quelqu'un qui a causé beaucoup de fil à retordre aux policiers lors de sa traque. Il a, disons, si on peut résumer l'événement, bénéficié de plusieurs erreurs policières pour s'en sortir, notre suspect. Oui, absolument. D'ailleurs, les services de police ont été tenus responsables de la lenteur de l'investigation, la lenteur de l'arrestation de ce criminel, là, comme tu mentionnes, là, surnommé le Yorkshire Ripper, là, l'éventreur du Yorkshire. Et quand on regarde la série, il y a plusieurs raisons pour lesquelles non seulement il y a eu un laxisme de la part des autorités policières, mais également il y a une raison pour laquelle ce tueur-là, qui pourtant a sévi quand même pendant plusieurs années, a fait de très nombreuses victimes. Les victimes étaient atrocement mutilées dans plusieurs cas, mais pourtant ce sont des crimes qui, à moins d'être une personne qui connaît bien le milieu criminel et qui suit les affaires de true crimes comme nous on le fait ici à Suspect X, la plupart des gens ne connaissent pas le nom du Yorkshire Ripper, ne connaissent pas non plus Peter Sutcliffe, qui est éventuellement, on va le voir, qui est notre agresseur. Et en même temps, si tu fais des recherches sur les médias sociaux, tu vas trouver peu d'informations et surtout
peu de photographies de Peter Sutcliffe. Hein. C'est un individu, il a su bien, lorsqu'il a fait ses entrées au Old Bailey à Londres, où s'est tenu son procès, ses entrées ont été particulièrement discrètes. Et ensuite, Sutcliffe a fui pour différentes raisons les entrevues. Hein. Souvent, les tueurs, c'est moins vrai en Angleterre. On le sait, aux États-Unis, les tueurs se font littéralement une carrière dans les médias. Ted Bundy en a été un Ted fort Bundy exemple. Et compagnie. Bon, moi, je me rappelle, à un moment donné, quand j'enquêtais sur les crimes occultes, je me rappelle une phrase que m'avait dit un agent du FBI qui m'avait dit, quand tu veux faire de l'audimat, va interroger Charles Manson. Ça fait toujours un peu, et c'est vrai que ça fait toujours réagir, hein, qu'on voit les très nombreuses entrevues que Charles Manson a données derrière les barreaux. C'est un personnage qui est captivant. C'est un criminel, mais en même temps, la façon dont il agit devant la caméra, il fascine justement par son espèce de folie, là. Et donc, c'est vrai que ça attire énormément l'intérêt. Et c'est beaucoup plus facile, pour l'avoir fait, là, moi-même, quand j'ai couvert soit les tueurs de l'occulte ou quand on a fait les enfants assassins, oui. C'est beaucoup plus facile d'obtenir une entrevue avec un prisonnier derrière les barreaux aux États-Unis que d'obtenir une entrevue avec un prisonnier en Angleterre. Donc, c'est vrai, mais en même temps, il faut quand même préciser que depuis quelques années, les règles se sont durcies aux États-Unis. Mais peu importe sous quel angle on aborde la question, c'est beaucoup plus facile d'obtenir une entrevue avec un criminel derrière les barreaux aux États-Unis ou au Canada que ça ne l'est en Angleterre. Okay. C'est également plus facile. Il y a des règles, hein, les gens ne savent pas ça, mais il y a des règles également pour les services de l'ordre. Hein. Je veux dire, si moi je fais une entrevue avec un policier, c'est assez particulier, là, mais si je fais une entrevue, par exemple, avec un policier du Yorkshire, pour parler de l'éventreur du Yorkshire, je dois avoir une licence qui confirme que l'entrevue sera diffusée dans le pays de l'entrevue. Ça paraît étrange. Là. C'est quoi? C'est donc, comme une genre de, comment je pourrais dire, une espèce de règle. Veto, là? Voilà, c'est ça. Donc, si je fais une entrevue avec un policier du Yorkshire, je dois avoir une licence en main qui dit que cette entrevue-là sera diffusée en territoire britannique. OK, fait qu'il y a une exclusivité d'antenne. Voilà. Elle peut être diffusée également aux États-Unis, au Canada, ailleurs, mais ces gens-là doivent avoir l'assurance que l'entrevue sera diffusée dans leur pays, qui est la Grande-Bretagne. Sinon, il n'est pas possible. Il y a une espèce d'interdiction de donner une entrevue. Alors, quand j'ai fait Les enfants assassins ou Crimes occultes, il y en avait de ces crimes-là qui étaient en Grande-Bretagne. Je pense notamment au vampire d'Anglesey, hein, un adolescent qui avait assassiné une vieille dame dans un rituel de vampire. Il avait arraché le cœur et tout le reste. Voilà, et boire son sang. Ben, j'ai eu de la difficulté parce qu'on avait des licences pour tourner cette entrevue-là, des licences qui assuraient que l'émission serait diffusée aux États-Unis et au Canada, mais on n'avait aucune licence qui disait que l'émission serait diffusée en Grande-Bretagne. Donc, il a fallu s'assurer avec un petit diffuseur local en Grande-Bretagne, de 3e zone, un genre investigation, mais sur le réseau câblé de Grande-Bretagne, pour pouvoir obtenir les autorisations nécessaires pour faire les entrevues. Et évidemment, si tu n'es pas une super vedette comme Jack l'Éventreur, ben ça devient un peu plus difficile de pouvoir faire des entrevues sur des crimes comme ceux-là. Donc, le Yorkshire Ripper, qui est Peter Sutcliffe, a fui les médias, donc il s'est pas vanté de ses crimes devant les caméras de télévision comme on peut le faire, par exemple. Je dis se vanter de le crime ou se vanter de leur innocence, hein, parce que clamer leur innocence. Ce qui caractérise les criminels derrière les barreaux, c'est qu'ils sont tous innocents. Donc des gens comme Ted Bundy ou Charles Manson et autres qui ont un peu attiré l'attention des médias et qui ont profité un peu de la couverture de leurs crimes à travers la télévision. Et je me permets d'être un peu langue-sale, Christian. Dans les dernières semaines, on a parlé de suspect X qui trouvait Dieu en prison, mais notre suspect X de ce soir, on l'avait trouvé avant. Dieu l'avait trouvé avant. Dieu l'avait trouvé avant alors qu'il était fossoyeur dans un cimetière. Mais bon, mais tout ça fait que l'éventreur du Yorkshire
c'est un personnage qui a moins attiré l'attention des médias. Et en même temps, un peu comme l'ont été les victimes de l'Éventreur ou d'autres victimes, comme quand on parle avec les gens, peu de gens connaissent, moi, le crime qui m'a le plus frappé dans les investigations que j'ai menées sur les tueurs occultes, c'est les Éventreurs de Chicago. Et pourtant, les Éventreurs de Chicago, ce sont des crimes qui sont monstrueux, mais beaucoup moins connus que les crimes de Ted Bundy, par exemple, ou les crimes de Jeffrey Dahmer. Et pourtant, ce sont des crimes vraiment très monstrueux. Pourquoi? Et je pense que là, on a un dénominateur commun avec les crimes du Yorkshire Ripper et les crimes des Éventreurs de Chicago, c'est le choix des victimes. Le choix des victimes, bon, dans le cas du Yorkshire Ripper, on a souvent dit que ces victimes étaient des prostituées. Bon, il faut s'entendre que majoritairement. Majoritairement, et encore une fois, faut-il s'entendre pour dire que c'était le qualificatif que donnaient les policiers. Aussi. Il y avait comme il y avait une espèce de vision policière, et c'est un peu ce qu'on leur a reproché, hein, quand on dit vision tunnel. Là. À un moment donné, ils se sont mis, bon, il y a une victime qui était une prostituée, une seconde victime qui était une femme, peut-être pas une prostituée, mais une femme, disons, de mœurs plus légères. Alors, les policiers se mettent à focaliser en se disant toutes les victimes de l'éventreur du Yorkshire sont des prostituées. Alors, toutes les femmes qui tombent sous la main de l'éventreur du Yorkshire deviennent toutes, pour les policiers, et évidemment, c'est relayé par les médias et la presse, que ce sont toutes des prostituées. Donc, alors que c'est pas vrai du tout, certaines de ces victimes-là, même si elles étaient plus légères que d'autres, c'était pas forcément des prostituées. Non, puis on s'entend, là, on parle du choix des victimes, la plus jeune était âgée d'à peine 14 ans aussi. Oui, et en même temps, le fait qu'on laisse supposer que les victimes sont toujours des prostituées, on crée une espèce de sentiment de sécurité dans une population, dans la gente féminine. Les femmes se disent, ben moi, je ne risque pas de tomber sous l'emprise ou les coups de l'éventreur du Yorkshire parce que je ne suis pas une prostituée et il ne cible que des prostituées. Et on va le voir dans la longue saga de ces crimes, c'était loin d'être toujours des prostituées. Et d'un autre côté, et ça aussi, ça va jouer sur la popularité du crime, entre guillemets, c'est que les médias en ont un peu... pour eux, les prostituées, ce sont des femmes qui se mettent elles-mêmes en danger, tu comprends? Donc, tu connais l'expression un peu, elle a couru après son malheur. Donc, on a comme une couverture, les prostituées deviennent un peu des victimes de seconde zone. C'est grave, tu es une femme, mais quand c'est une prostituée, c'est moins grave. Il y a comme une espèce de... C'est la seconde et la troisième classe. Ouais, voilà, donc on est moins préoccupé, puis en même temps, tous ces crimes-là surviennent dans une région de l'Angleterre. Pour les gens qui ne savent pas où on parle du Yorkshire, qu'est-ce que c'est que le Yorkshire? C'est une zone assez centrale de l'Angleterre, au nord de Londres, et c'est tout un grand secteur au nord de Londres qui inclut notamment la ville de Leeds, qui est très importante. Manchester aussi, je pense. Manchester, oui. Et c'est une zone qui, à l'époque, on est au moment où les crimes vont se produire, on est à la fin des années 70, début des années 80. C'est une zone qui était très connue pour être une zone industrielle. Et à ce moment-là, il y a énormément de chômage, il y a la crise économique qui frappe, il y a la crise du pétrole également. Donc, les gens sont préoccupés par autre chose. Donc, même si on leur dit, des prostituées ont été assassinées, les gens haussent un peu les épaules en disant, mais c'est une prostituée. Et on a d'autres chats à fouetter. Ouais. On ne sait pas si demain matin, on pourra mettre du beurre sur notre pain, si on va pouvoir payer le loyer. Fait la file dans les banques alimentaires. Puis... Voilà. Donc, à ce moment-là, les crimes passent un peu... la situation économique devient beaucoup plus importante que les crimes de l'éventreur du Yorkshire. Donc, commençons notre fameuse saga, pour nous, ou à tout le moins pour la saga de l'éventreur du Yorkshire. L'affaire commence le 5 juillet 1975. On est dans l'ouest de Yorkshire, on est à Kingley. Tous les crimes vont être commis principalement dans le West de Yorkshire. On a une femme de 36 ans qui s'appelle Anna Rogulski. Elle est frappée par derrière avec un marteau et son agresseur, qui à ce moment-là, évidemment, on ignore de qui il s'agit, c'est un inconnu, donc son agresseur va lui ouvrir le ventre, lui la lacérer à l'abdomen, mais au moment où le crime est commis, il y a des voisins, ça se passe comme dans une espèce de ruelle. Il y a des voisins qui interviennent et l'agresseur prend la fuite, laissant sa victime grièvement blessée au sol, mais elle va éventuellement survivre à ce crime.
Et lorsque les policiers sont informés, encore une fois, on a l'impression que cette femme, 36 ans, sortait d'un bar, une discothèque, elle était un peu de mœurs légères, donc rapidement on lui colle l'étiquette de prostituée, et voilà. Et le crime mérite un entrefilet de 3 ou 4 lignes en 8e page, un journal local, une femme agressée dans une ruelle, et merci, bonsoir, on passe à autre chose. Et là, donc, on progresse, on est littéralement un mois plus tard, le 5 août, on est à Halifax. Pas Halifax en Nouvelle-Écosse, mais bien Halifax dans le West Yorkshire. On a une femme qui s'appelle Olive Smelt, qui a 46 ans. Et là encore, on voit le même pattern qui se produit. Donc, un inconnu la frappe par derrière avec un marteau. Il va lui lacérer le dos avec un couteau. Et encore une fois, il est dérangé sur la scène de crime. Et il va vite s'enfuir, laissant sa victime pour morte, et elle va survivre. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans les deux cas, dans ces deux premiers cas, les victimes n'ont rien vu venir. Donc, elles sont incapables de fournir une information sur une description sur qui est l'agresseur. Et dans les deux cas, elles ont reçu des coups à la tête aussi. Ça doit sonner pas pire pour, pour une commotion évidemment, cérébrale. Ça aide pas beaucoup pour la mémoire. Hein? Et puis ensuite, on progresse toujours. On est le 27 août. Là, on a une adolescente, Tracy Brown, qui est clairement pas une prostituée. Elle habite Silsden. Ça se trouve toujours dans le West Yorkshire. Là encore, elle est frappée à la tête. Et ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'elle est frappée à la tête par un inconnu, mais cet inconnu n'est plus tout à fait un inconnu. Parce que, alors qu'elle marchait dans un chemin de campagne, c'est une adolescente de 14 ans, un homme s'est approché d'elle. Bon, ça peut paraître toujours un peu étonnant, moi je sais pas, mais je suis une fille de 14 ans, puis un homme dans la vingtaine, fin de la vingtaine, s'approche de moi sur une petite ruelle, une petite rue déserte de campagne. Je me méfie un peu, mais bon, faut croire que Tracy Brown n'est pas très farouche, parce que, cet homme s'approche d'elle, c'est un inconnu, mais il est sympathique, il commence à discuter avec elle, et ils vont marcher pendant près de 30 minutes ensemble. Donc, ils marchent sur ce petit chemin de campagne pendant une trentaine de minutes, ils discutent de tout et de rien. L'individu lui pose des questions sur quelle école elle fréquente, ses amis à l'école, et puis à un moment donné, alors qu'elle fait 1 ou 2 pas devant lui, il sort un marteau et il la frappe à la tête. Donc, elle tombe au sol et au même moment, une voiture s'engage dans le chemin en question et les phares vont éclairer notre individu qui rapidement va prendre la fuite. Donc, l'adolescente va survivre, elle va pouvoir fournir une description assez détaillée de l'homme. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore. On comprend que nos victimes ont été agressées. Les 3 victimes qu'on a mentionnées, elles ont été agressées. 2 d'entre elles étaient classées un peu comme femmes de mœurs légères. Et on n'est pas ici en présence d'un meurtre. Donc, ce sont des crimes qui sont considérés comme des agressions graves, mais on n'est pas encore dans l'ordre du meurtre. Et notre premier meurtre va survenir le 30 octobre 1975. On est à Leeds, qui est une très grosse ville industrielle de Grande-Bretagne, assez pauvre quand même. En tout cas, moi, quand je l'ai visité, c'est beaucoup de commerces placardés. Okay. C'est une ville entre guillemets, une ville moche. C'est gris, c'est industriel, c'est une ville moche, c'est Leeds. Donc, on a une femme qui s'appelle Wilma Mary McCann. Elle a 28 ans. Elle aussi sera décrite dans les journaux comme étant une prostituée. L'enquête va révéler, on va apprendre beaucoup plus tardivement qu'en fait, c'était une femme qui peut-être, à l'occasion, pouvait s'adonner à la prostitution, mais c'était une femme qui avait 4 enfants, qui était monoparentale, qui avait beaucoup de problèmes et beaucoup de problèmes de sous, d'argent. À plusieurs reprises, elle avait amené d'ailleurs ses enfants à l'aide sociale en menaçant de les laisser sur place si on lui donnait pas de l'argent ou quelque chose comme ça pour l'aider à subvenir à ses besoins. On est ici dans un milieu assez sordide, de pauvreté extrême. Et puis, comme je l'ai mentionné, il est possible qu'elle se soit donnée occasionnellement à la prostitution, mais on peut pas dire qu'elle était officiellement fichée comme étant une prostituée de pratique habituelle.
Et donc, encore une fois, on va découvrir, hein, le corps est retrouvé au petit matin sur un terrain vague. Hein. Elle était sortie en soirée, elle avait laissé ses enfants à la maison. Et elle sort, on va retrouver son corps sur un terrain vague. Et ce qu'on va découvrir, le médecin légiste va établir que quelqu'un l'a frappé avec un marteau à la tête et puis il l'a poignardé à au moins 3 reprises, 2 fois à la poitrine, 1 fois à l'abdomen. Et lorsque ce crime est rapporté dans la presse, hein, les gens ont plus de pensée pour les enfants qui viennent de perdre leur mère que pour la victime elle-même, parce qu'encore une fois, comme les autorités décrivent la victime comme une prostituée, ça devient une victime de seconde zone, donc moins importante. Et encore une fois, à Leeds, c'est une ville, comme je l'ai mentionné, une ville industrielle qui a énormément de problèmes dans cette deuxième moitié des années 70. Il y a vraiment un exode des compagnies et puis il y a des fermetures d'entreprises. Donc, c'est très, très pauvre et les gens ont d'autres choses à penser que le meurtre d'une prostituée retrouvée sur un terrain vague. Ils sont déjà en mode survie. Voilà, donc on avance dans le temps, on se retrouve en 1976, donc on est le 20 janvier, on est toujours à Leeds, on est dans le West Yorkshire, faut-il le rappeler, et là on a une femme de 42 ans, Emily Monica Jackson, et dans le cas présent, on sait qu'elle va monter à bas, c'est une prostituée, dans ce cas-là, clairement établi, notre agresseur, notre individu va la faire monter dans sa voiture et va l'amener derrière un bâtiment abandonné de Enfield Terrace, où visiblement il devait faire une passe ou quelque chose comme ça. Et puis là, à un moment donné, évidemment, on ne sait pas trop ce qui se passe à ce moment-là. Il faut dire que ultérieurement, Peter Sutcliffe va reconnaître ses crimes, il va les raconter avec moult détails, mais à plusieurs reprises, il va changer des événements, même allant jusqu'à se présenter quasiment comme une victime. Là. C'était quasiment la légitime défense. Donc, il faut un peu se méfier des versions que Sutcliffe va offrir, mais bon, on sait qu'il la frappe à... ici et là, à l'occasion. Toujours, hein, donc, c'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres. Donc, il va la frapper à la tête avec un marteau, il va la poignarder. Et là, on parle ici qu'il l'a poignardée une 50aine de fois. Il va la poignarder avec un tournevis pointu et un tournevis cruciforme, hein, ce qu'on appelle les tournevis Phillips. Donc, il la poignarde à la fois au cou, à la poitrine, à l'abdomen. Et une fois que sa victime est décédée, en post-mortem, il va la placer en une espèce de mise en scène de manière à ce qu'elle soit vue de la rue assez rapidement. Évidemment, le crime se fait aux petites heures du matin, donc c'est pas passable. Il sait bien qu'au lever du jour, quand les gens vont commencer à sortir de résidence pour se rendre au travail, on ne pourra pas échapper à ce spectacle. Et donc, il la place de manière à ce qu'elle soit les jambes écartées, bien en vue depuis la rue, de manière à ce que la scène soit excessivement choquante. Et c'est exactement ce qui va se produire. Donc, le corps est rapidement découvert. Les policiers vont découvrir sur la scène de crime une empreinte de botte qui fait, c'est ce qu'on en pointure britannique, c'est du 40, ce qui est relativement un pied petit pour un homme. Là, c'est vrai. Donc, on dit, bon, il est chose du 40, on suppose donc que si c'est des chaussures de l'agresseur, l'homme doit être de petite taille, donc, mais on n'a pas beaucoup d'indices. Puis encore une fois, on en a souvent parlé dans l'émission. On est toujours, dans le cas présent, on est dans les années 70, donc la criminalistique des années 70, ce n'est pas la criminalistique des années 2025. Hein. Donc, les éléments sur lesquels on peut s'appuyer, c'est soit des empreintes digitales ou des empreintes de chaussures, comme le cas présent. À la rigueur, s'il y aurait des fluides corporels, on pourrait déterminer le groupe sanguin de l'agresseur, mais les analyses ADN, ça n'existe pas encore vraiment, là, donc on est assez limité. Et dans le cas présent, dans le cas de nos victimes jusqu'à maintenant, autant celles qui ont été essentiellement, puis je dis essentiellement entre guillemets, on se comprend bien, ce sont des agressions tout à fait sordides, mais dans les agressions qui ont été faites au marteau, comme celle de McCann, qui est la première victime, les policiers et cette dernière victime d'Emily Jackson,
il n'y a pas eu agression sexuelle. L'agresseur a frappé ses victimes. Visiblement, je n'entrerai pas dans le détail, mais la façon dont il met en scène sa victime et les coups de couteau, certains sont portés aux organes génitaux. Donc, visiblement, il y a une dynamique sexuelle dans le crime, mais cette dynamique sexuelle n'est pas une agression sexuelle comme on le retrouve chez bien d'autres criminels. Et puis, on est toujours en cette année de 1976, le 9 mai. Là, on a une prostituée clairement établie, une certaine Marcella Claxton, qui a 20 ans. On est toujours à Leeds. Hein. À ce moment-là, on aurait presque pu qualifier notre agresseur du tueur ou l'éventreur de Leeds. Donc, elle commet un peu... Elle commet un peu le problème de toutes les prostituées. Hein. C'est toujours de devoir accepter parce que, bon, a fortiori, c'est un peu le métier qui l'exige. Hein. Elle doit un peu s'isoler ou accepter un peu de monter dans la voiture de son agresseur si on décide de faire une passe en voiture. Et c'est un peu ce qu'elle va faire. Et donc, elle accepte de monter avec Sutcliffe dans son véhicule. Et à un moment donné, le véhicule s'arrête. Ils sont sur le bord de la route, visiblement à discuter du prix ou de quoi que ce soit. Et puis, elle fait savoir qu'il faut absolument qu'elle aille uriner. Donc, on est dans un endroit isolé, il y a un petit boisé tout près, donc elle décide de sortir de la voiture, et au moment où elle va sortir de la voiture, alors qu'elle est dos à son agresseur, il brandit un marteau et il va la frapper à plusieurs reprises, elle va s'écrouler sur le sol, et lui va partir en trombe. Marcella Claxton va d'ailleurs fournir a peu de détails à donner de son agresseur. C'est pas très précis. Évidemment, les coups de marteau n'ont pas aidé à améliorer sa mémoire. Encore une fois. Oui, mais éventuellement, elle va être l'un des témoins qui va être amené au tribunal à témoigner contre les crimes de Peter Sutcliffe lorsqu'il y aura son procès au début des années 80. Bon, ma critique va être un peu rough, Christian, là, mais on va se le dire, notre tueur en série jusqu'à maintenant, là, il y a 4 survivantes. Là. C'est pas une grosse moyenne. Non, c'est ça. Mais comme dans beaucoup de tueurs, hein, on va voir monter de manière un peu crescendo le crime. Hein. Il va devenir de plus en plus agressif. Et à la fois, c'est assez étonnant parce qu'il prend de l'assurance, mais en même temps qu'il prend de l'assurance, il commet de plus en plus d'erreurs. Okay. Donc on avance, on est le 5 février 1977. Il y a une femme qui s'appelle Erin Richardson, 28 ans. Là, cette fois, on est à Leeds. Et encore une fois, les médias vont la décrire comme une prostituée, ce qui reste un peu ambigu. Oui, elle fréquentait les bars, mais bon, entre fréquenter les bars et sortir le soir et être une prostituée, il y a un peu loin de la coupe aux lèvres. Mm-hmm. Et elle est frappée, elle aussi... Elle est frappée à coups de marteau, elle est poignardée au cou, à la gorge et au ventre. Le corps est mutilé post-mortem. Et comme dans le cas de McCann, il est placé de manière à une espèce de mise en scène pour que lorsque les policiers trouvent le corps, ou les gens, peu importe, vont être choqués par le crime. Dans le cas présent, il y a vraiment l'assassin a vraiment c'est vraiment un crime sordide. Là. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais bon, lorsqu'il la frappe lorsqu'il la poignarde, il la frappe aux organes génitaux, tout le reste. Et puis on va trouver sur place une trace de pneus. Ça vient s'ajouter déjà à une empreinte de chaussures que l'on a, mais encore une fois, une empreinte de pneus, on ne peut pas vérifier tous les véhicules de toute la Grande-Bretagne, là, donc éventuellement, ça devient utile, c'est un peu comme une empreinte digitale, si tu n'es pas fiché dans une archive de police, ça n'a pas beaucoup d'utilité, ton empreinte digitale. Elle va devenir utile une fois qu'on t'aura mis le grappin dessus. Ouais. Et là, on pourra le comparer. Mais si on n'a pas mis le grappin... Si tu n'es pas fiché dans les services de police... Aucun match possible. Voilà, si on tant ou si longtemps qu'on ne te mettra pas le grappin dessus, ça n'avancera pas à grand-chose. Donc, dans le cas présent, c'est un peu la même chose. On a une empreinte de pneu d'une voiture. Mais cette voiture-là, à moins qu'elle elle n'est pas listée sur une autre scène de crime, on n'a pas une empreinte identique sur une autre scène de crime. Et à ce moment-là, avec les victimes, on est quand même... elles commencent à se multiplier, là, les victimes, là, depuis un an et demi. Donc là, les journaux commencent de plus en plus à être préoccupés par cette série de crimes. Mais quand on dit préoccupés, ça reste toujours un peu...
on n'est pas encore dans la une de tous les journaux, puis on ne parle que de ça. Là. C'est pas encore ça. Mais les journalistes commencent à se questionner, c'est quoi cette histoire-là de cet agresseur qui, visiblement, s'en prend des femmes. Il frappe les gens à la tête aussi. Là. Il y a ça qui est récurrent. Et à ce moment-là, oui, les faits sont tellement... il y a tellement d'éléments semblables d'un crime à l'autre que là, les services de police commencent ouvertement à parler qu'ils ont probablement affaire à un tueur en série. Et c'est à ce moment-là, après la mort de Erin Richardson, que les journaux vont surnommer, on a toujours besoin d'un nom qui frappe. Oui. Et là, donc, le nom qui frappe, ce sera celui de l'éventreur du Yorkshire. On fait référence, bien sûr, à Jack l'Éventreur. Et ça aussi, ça va un peu nuire à l'enquête dans la mesure où on a une telle vision de l'éventreur. Pour ceux qui ont vu la série Netflix, à un moment donné, il y a une journaliste qui dit « Les policiers cherchaient une légende victorienne, donc ils n'ont jamais pensé de regarder du côté d'un camionneur. » Tu comprends-tu? On cherche la vision, on lui donne le nom du Yorkshire Ripper, on fait référence à tout moment, on fait référence à Jack l'Éventreur, et là, on a une espèce d'image de ce criminel de l'ère victorienne avec sa houppelande, son chapeau haut de forme, puis son petit sac de médecin sous le bras. Et là, on s'imagine que l'éventreur du Yorkshire doit ressembler un peu à ça. Donc, on a une espèce d'image fantasmée de l'agresseur et qui ne fait qu'ajouter à la vision tunnel des services de police. Et puis là, on se déplace à Bradford. On est le 23 avril. Donc là, notre assassin vient de quitter Leeds. Et en fait, quand il était à Leeds, les crimes étaient surtout dans un quartier, le quartier chaud, qui s'appelle Chapeltown. C'est surtout dans ce quartier-là qui est la zone où pratiquent les prostituées, ce qui a probablement aussi favorisé l'étiquette des policiers. Les crimes sont commis, c'est des femmes qui fréquentent Chapeltown. Chapeltown, c'est la partie, c'est la red zone, c'est là que se tiennent les prostituées. Donc, visiblement, si des femmes se retrouvent la nuit dans Chapeltown, c'est que forcément, ça doit être des prostituées ou des femmes de mœurs légères. Okay. Donc, le 23 avril, on se déplace, on est à Bradford, qui reste dans le West Yorkshire. On a une certaine Patricia Atkinson Mitra, c'est une femme de 32 ans. Ici, on est bel et bien en présence d'une prostituée reconnue et fichée comme telle. Et elle est assassinée dans son appartement. C'est le premier crime que l'assassin va commettre dans l'appartement. Et on va découvrir par la suite la situation. Son agresseur l'a fait monter dans sa voiture et à ce moment-là, elle l'a invité à l'accompagner chez elle. Ils se sont entendus sur un prix pour une passe et donc elle l'invite chez elle et alors qu'il est dans l'appartement, il va la frapper à la tête avec un objet contondant, très possiblement un marteau, et il va la poignarder à 6 reprises au ventre avec un couteau. Et il y a un élément qui est assez intéressant sur le plan judiciaire, qui nous montre un peu l'aspect théâtral du crime, disons ça comme ça. Non seulement l'assassin va-t-il mettre en scène le corps pour que, quand on va ouvrir la porte, on soit frappé par la scène de crime et la femme est là, écartillée devant l'entrée de la porte. Un peu comme l'avait fait d'ailleurs, rappelle-toi, il y a quelques semaines, quand on avait parlé de l'étrangleur de Boston, Albert de Salvo. Oui. De Salvo, à quelques reprises, avait un peu mis en scène un peu si Albert de Salvo est l'assassin, là, je sais qu'il y a encore des gens qui en doutent, là, il y a toute une controverse autour de ça. Mais bref, l'assassin, surnommé l'étrangleur de Boston, à plusieurs reprises, avait placé sa victime dans l'appartement de manière à ce que quand on ouvrirait la porte, les gens seraient frappés par la scène. Pratiquement dégradante en plus. Oui, absolument. C'est tout à fait le but est justement de dégrader la victime. Et ce que les médecins légistes vont déterminer, les enquêteurs, c'est que il a déplacé le corps, c'est-à-dire qu'il l'a placé dans une position. Ensuite, on peut suivre, il va laisser sur la moquette des empreintes de chaussures, fameuses empreintes de pointure 40-41, là. Sur la moquette, dans le sang de la victime, c'est des empreintes qu'il va laisser. Et on voit qu'il s'est déplacé, par exemple, du lit où il a agressé la victime vers la porte. Donc, il a fait plusieurs allers-retours pour s'assurer que le corps soit placé exactement dans une position très précise, celle qui serait la plus choquante pour les gens qui découvriraient le corps. Donc, ça nous montre un peu le côté très sadique et
en même temps très narcissique du personnage. Il veut vraiment que... Pour lui, il voit presque ses crimes comme des œuvres. Oui, des œuvres d'art, ce qui est un peu dégueulasse à penser. Il y a une espèce de quête de la perfection. C'est ça. Et donc, on avance. 25 juin, notre agresseur est de retour à Leeds. Cette fois, on est probablement ici dans le crime qui va changer la donne. Hein. On a une jeune femme de 16 ans qui s'appelle Jane Mitchell MacDonald. C'est une étudiante... de famille moyenne, on n'a rien à lui reprocher, elle travaille dans un supermarché, c'est pas une prostituée, et alors ce soir-là, elle est allée rendre visite à des amis, elle est allée au bar, et alors qu'elle rentre chez elle, à pied, il est à peu près 2 heures du matin, et c'est peut-être ce qui va jouer un peu dans l'imaginaire de l'agresseur. Si on s'imagine que le tueur, il s'est donné pour mission de nettoyer la ville ou nettoyer le monde des prostituées, ce qu'il va dire durant son procès. Oui, et je dirais que c'est pas lui qui s'est dit donner cette mission-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné cette mission. Ouais, Dieu lui a dit de faire ça. Alors on peut comprendre que notre bonhomme en question, il voit une jeune femme, 16 ans, dans l'obscurité, dans le quartier chaud, parce que c'est vrai qu'on est dans le quartier de Chapeltown. Donc, il voit une jeune femme qui marche sur le trottoir à 2 heures du matin. Peut-être s'est-il dit, c'est une prostituée. Mais ce qui n'était pas le cas. Donc, il va la frapper. Là aussi, il va la suivre sur le trottoir. Va la frapper. Il s'approche d'elle, accélère le pas, va la frapper à 3 reprises avec un marteau. Il va la poignarder à la poitrine, au cou. Et on va retrouver, parce qu'elle est comme laissée à l'entrée d'une ruelle, on va voir qu'elle a été... l'agresseur a brisé une bouteille, il lui a enfoncé le tesson de la bouteille dans la poitrine. Quand on la retrouve d'ailleurs, encore une fois, il y a une dynamique sexuelle dans le sens qu'il n'y a pas eu agression sexuelle, mais quand on la retrouve, comme dans les cas précédents, il y a toujours des éléments qui suggèrent une dynamique sexuelle, comme dans le cas par exemple de la jeune MacDonald, quand on la retrouve, son pantalon est baissé à mi-cuisse, son chandail est relevé et son soutien-gorge a été relevé au-dessus de ses seins, là, ce qui révèle sa poitrine. Donc, il y a une espèce de côté voyeurisme là-dedans qui démontre bien une dynamique sexuelle dans le crime, mais dans ce cas-là, comme dans les autres cas, il n'y a pas preuve, et même je dirais qu'il y a absence d'éléments qui permet de croire à une agression sexuelle telle que nous l'imaginons. Donc, et ensuite, ce crime-là se fait le 25 juin, et comme on est ici en présence d'une adolescente de 16 ans, on voit que dans les médias, il y a un changement de ton. Jusqu'à maintenant, les services de police avaient tendance à minimiser les victimes. Et puis évidemment, on est dans un milieu très machiste, on est dans les années 70. On est encore dans cette vieille pensée puis on est en plein milieu d'une espèce de mutation de la société, autant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. C'est l'arrivée de la pilule anticonceptionnelle, c'est la libération des mœurs, c'est l'émancipation des femmes. Mais on était encore dans l'objectivité plutôt de la femme, là. Ouais, c'est ça. Et il faut se rappeler que qui voit le monde comme ça, ce sont les jeunes femmes de 20 ans, ce sont les jeunes hommes de 20 ans qui vivent ce mouvement-là, cette transformation de la société. Mais les policiers, ce sont des hommes de 30, 40, 50 ans. Donc, ce sont des gens avec une mentalité dans laquelle ils ont grandi. C'est une mentalité des années 40, une mentalité des années 50. Et donc, ils véhiculent ça. Et pour eux, évidemment, cette émancipation est souvent signe de libertinage. Ce sont des jeunes femmes délurées, l'expression qu'on utilise, elles sont délurées, elles vont au bar, elles boivent le soir, elles fréquentent plusieurs garçons. Donc, il y a toujours un peu cette victimisation là, où on exagère un peu. Mais, pour le fait que cette fois-ci, c'est une adolescente, la presse réagit différemment. Là, il n'est plus question de dire que l'agresseur s'attaque essentiellement à des prostituées. Mais c'est assez amusant. Amusant, on le dit toujours à la légère. On le dit toujours à la légère. Je veux pas que les gens pensent qu'on trouve ça amusant dans le sens littéral. Là. Et drôle, bizarre, mettons. Ouais, mais dans le cas présent, on voit qu'il y a une récupération, encore une fois, de cette idée-là de la prostitution. Les policiers vont décider d'adresser par les médias une lettre
au tueur. Et là, on lui dit, bon, vous avez commis une erreur, rendez-vous, vous devez vous sentir mal à l'aise, jusqu'à maintenant, vous ne tuez que des prostituées, mais là, comment vous sentez-vous d'avoir assassiné une jeune femme de bonne famille qui n'a rien à voir? Tu comprends? On ramène encore une fois sur le tapis, insistant de manière exagérée sur le fait que les victimes précédentes étaient toutes des prostituées, comme si c'était moins grave. Ouais, avant, là, tu tuais ces femmes-là, c'est pas grave, c'était des prostituées, mais hey, là, t'as commis une erreur, là, t'as tué une adolescente de 16 ans. Parce qu'il avait tué la fille du maire, là, à titre d'exemple, c'est une personne plus grande et plus importante. Alors qu'on sait très bien que même dans le cas des victimes précédentes, même si ces femmes-là venaient souvent de milieux très défavorisés, on est loin de parler essentiellement que de prostituées. Là. C'est tout à fait faux d'avoir cette vision-là. Le 10 juillet, on est à Bradford, on est toujours dans le West Yorkshire. Il va assassiner une femme qui s'appelle Maureen Long, encore une fois décrite comme prostituée, mais bon, il faut encore mettre un peu un bémol là-dessus. Là. Rien ne prouve que ce soit exactement la situation. On sait qu'elle a monté dans la voiture de l'agresseur. Il l'a fait monter dans sa voiture, ce qui suggère peut-être une activité de prostitution. Et encore une fois, comme un crime qu'on a vu un peu plus tôt, la victime, ils vont s'arrêter sur le bord de la route, ils discutent, et on sort des bars, et bon, faut croire que la bière britannique est particulièrement un diurétique parce que, bon, elle demande également à sortir pour aller uriner. Et c'est à ce moment-là que l'agresseur va profiter de l'occasion pour prendre un marteau, il va la frapper, il va la frapper à la tête, il va la poignarder à plusieurs reprises à la poitrine, il va la laisser pratiquement sur le bas-côté de la route pour morte, ce qu'elle n'est pas. Et puis, lorsqu'on va la retrouver, de nombreuses heures plus tard, il faut quand même le dire, elle souffre d'hypothermie, et en plus de ses blessures, bien sûr, et elle va survivre. Mais même si c'est une survivante, et ça soulève beaucoup d'intérêt pour les services de police à ce moment-là, on se dit, ah, wow, on a une survivante, mais les coups de marteau, comme dans le cas des crimes précédents, laissaient peu de place à la mémoire de la victime, qui est à peu près incapable de donner une description claire de qui était l'agresseur. Ensuite, là, on plonge dans un élément qui va complètement débousseler les enquêteurs. Le 1er octobre, on est à Manchester. On va retrouver une femme qui s'appelle Jane Bernadette Jordan. Elle a 20 ans, elle aussi classée comme une prostituée. Mais bon, c'est ce que nous dit la police. Et là, on sait que l'agresseur va l'entraîner sur un terrain vague, il va la frapper mortellement à une dizaine de fois à la tête, il va la poignarder également à maintes reprises. Le corps ne sera retrouvé que 9 jours plus tard. Et là, ça c'est quand même très important, on va retrouver dans ses effets personnels, en fouillant, on va retrouver un billet. Bon, d'abord, les policiers constatent que le corps a été déplacé à plusieurs reprises. Et ses effets personnels ont été répandus autour d'elle, ce qui laisse croire que l'assassin, après avoir commis le crime, est revenu sur place. Okay. Comme s'il croyait avoir laissé quelque chose sur place qui aurait pu l'identifier. Mais il y a quelque chose dans la scène de crime qui est dérangeant à propos de ça. Et donc, on va trouver, dans ses effets personnels, une petite poche secrète dans sa bourse qui vient ajouter, bien sûr, la notion de prostituée, hein, parce qu'à l'époque, c'est pas moi qui fais la grille tarifaire, là, mais à l'époque, une petite passe, là, c'était 5 livres sterling. Hein, ah ouais? Une fellation ou une masturbation, c'était 5 livres sterling. Donc, comme on trouve dans une petite pochette secrète de la bourse de la dame en question, un billet de 5 livres sterling, mais un billet tout à fait neuf. Fait que ça va aider pour la donc, banque. On trouve un billet neuf qui a été plié et placé dans cette petite poche secrète. Donc là, on a un numéro de série. Il faut comprendre que dans les banques britanniques, comme dans les banques un peu partout, lorsqu'on distribue des billets neufs, les numéros de série sont pris, sont notés, et on sait à quelle banque les billets neufs ont été distribués. Donc, à partir de la présence de ce billet, les policiers vont enquêter, ils vont remonter jusqu'à la banque émettrice du billet, qui a d'ailleurs été
sorti, entre guillemets, quelques jours plus tôt. C'est la Midland Bank. Et là, on sait que les billets ont été distribués, donnés à différents employés de commerces locaux. Des patrons sont venus chercher la paie des employés ou des employés sont venus échanger leur chèque de paie. Donc, on est capable d'identifier que ces billets-là, ce groupe, ce paquet, cette batch, si tu me permets l'expression, de billets a été distribué entre 8000 personnes. De ces 8000 personnes, on est capable on est tous convaincus à ce moment-là que, à cause des témoignages, à cause des agressions, mais également à cause des témoignages des survivantes qui ont toutes décrit que l'agresseur était un homme, on n'a aucun doute que l'agresseur est un homme. Et on peut donc, sur les 8000 personnes qui ont pu avoir des billets de 5 livres neufs émis par la Midland Bank, on est capable de dire qu'il y a 5000 hommes qui ont eu ces billets-là entre les mains. Oui, mais crois-le ou non, tous ces hommes vont être retracés et interrogés. Et parmi les hommes qui sont interrogés, il y a un certain Peter Sutcliffe. Et Sutcliffe est interrogé, on lui dit, oui, bon, vous faisiez quoi dans la journée du 1er octobre? Et là, il raconte, on dit, apparemment, des gens vous auraient vu à Manchester où le crime a été commis. Il faut se rappeler que jusqu'à maintenant, les crimes sont toujours commis pratiquement à Leeds. Donc là, on est toujours dans cette région centrale de l'Angleterre, mais on est quand même beaucoup plus loin de Leeds. Et là, Peter Sutcliffe répond aux policiers, vous savez... Je suis allé à une pendaison de crémaillère, il y avait chez de la famille, tout ça, puis on a eu une soirée entre amis, et son alibi tient la route. Parce qu'il faut savoir, on va découvrir par la suite que Sutcliffe, après avoir assassiné Jordan, il est allé dans une soirée. Donc, la façon dont ça s'est produit, il commet le crime. Il s'en va dans cette fameuse soirée familiale qui se tient à Manchester. Et là, en cours de soirée, il constate qu'il a laissé un billet neuf de 5 livres sterling. Et là, il se dit que c'est la victime qui l'a. Donc, probablement qu'il y avait eu une espèce de trafic entre eux. Il lui avait remis le billet. Donc, il l'a assassiné après coup. Donc, il doit retourner sur la scène de crime. Et là, on voit l'effet de la frustration. Il va donc déplacer le corps. C'est lui qui va vider tout le contenu du sac à main de la victime. Il est incapable de retrouver le fameux billet de 5 livres sterling. Il va asséner de nombreux coups de pied à sa victime parce qu'il est vraiment frustré par ça. Okay. Puis bon, tant pis, il ne retrouve pas le billet. Mais il a été vu effectivement dans cette soirée au milieu de sa famille pour la soirée du 1er octobre et dans un party de ce type-là. On note pas forcément l'heure, tu comprends? Lorsque les policiers vérifient l'alibi de Peter Sutcliffe, des gens de sa famille disent « Oui, on a il y avait une soirée dans la famille le 1er octobre, puis oui, je me rappelle, Peter était là. » Mais bon, est-il arrivé à 21h? Est-il arrivé à 22h? On est peu préoccupé par ça, donc on passe à autre chose. Donc là, on avance, on est le 14 décembre, on est toujours en 1977, on est à Leeds. Puis là, comme je vois le temps passer, je me dis, il faudrait que j'accélère un peu parce que... Ça va. On a quasiment la moitié des victimes déjà. C'est quelqu'un qui a une longue fiche de route quand même. Effectivement. Donc, il va assassiner une autre femme qu'on dit une prostituée qui s'appelle Marilyn Moore. Elle a 25 ans. Il l'agresse à l'arrière de sa voiture. Et là, ça, c'est très intéressant parce que... Elle va survivre à l'agression. Elle va pouvoir dire que la voiture est une Sunbeam Rapier noire. Il l'a frappé à coups de marteau. Il l'a laissé sur place. Il l'a abandonné sur place, mais il a laissé des traces de pneus. Et les traces de pneus, on peut confirmer que ce sont celles également qui correspondent à d'autres traces de pneus relevées sur d'autres scènes de crime. Et elle va fournir un excellent portrait robot de l'agresseur. Elle se rappelle très, très bien de lui. Donc, éventuellement, puis là, j'essaie de passer un peu plus vite, il continue à multiplier ses victimes et ça se poursuit 1978, 1979. On a quand même pratiquement un an d'arrêt, par contre, Christian, entre le 16 mai 78 et le 4 avril 79. Oui, parfois, il y a une pause. Oui, il fait des pauses de plusieurs mois. L'un des éléments, parce qu'il faut absolument en parler, un des éléments qui va un peu nuire énormément à l'enquête, on est en 1979, il y a eu des agressions, il y a eu 2 agressions en début d'année, une le 2 mars et une autre le 4 avril. Et après cette deuxième agression, les services de police vont recevoir, déjà à ce moment-là, ils ont reçu quelques lettres. Les lettres sont toujours adressées, semble-t-il, à George Oldfield, qui est
le chef des enquêteurs sur l'unité spéciale pour enquêter sur les crimes de l'éventreur du Yorkshire. Et là, on va recevoir également une cassette audio. La cassette audio, par la lettre d'accompagnement, montre bien qu'on est toujours en présence du même auteur, autant celui qui a écrit les lettres que celui qui a fait la cassette audio. Et cette cassette audio, elle est très adressée, bien sûr, à George Oldfield, et elle dure à peu près 1 minute, et on peut en faire entendre un extrait aux auditeurs pour comprendre un peu pourquoi les policiers ont été si désabusés, ont été si trompés par cette cassette. Allons-y. I'm Jack. I see you are still having no luck catching me. I have the greatest respect for you, George, but Lord, you are no nearer catching me now than 4 years ago when I started. I reckon your boys are letting you down, George. They can't be much good, can they? The only time they came near catching me was a few months back in Chapeltown when I was disturbed. I warned you in March that I'd strike again. Sorry it wasn't Bradford. I'm not quite sure when I'll strike again. But it will be definitely sometime this year. I'm not sure where. Maybe Manchester. I like it there. There's plenty of them knocking about. They never learn, do they, George? I bet you've warned them, but they never listen. Well, it's been nice chatting to you, George. Yours, Jack the Ripper. There's plenty of them. Mon British n'est pas bon, mais j'ai compris ça. Ouais, et là, il annonce qu'il va commettre d'autres crimes. Il dit, je sais pas où, peut-être à Manchester. Et il termine en disant, je suis Jack l'Éventreur. Ce qui est frappant dans cet enregistrement, c'est que l'auteur a un très, très fort accent. Et cet accent-là, quand on fait entendre la cassette à des experts, les experts sont persuadés que cet accent-là est un accent d'une ville côtière qui s'appelle Sunderland, qui se trouve dans le nord-ouest de l'Angleterre. On est presque à la frontière de l'Écosse. Et on se dit, ça vient du comté de Sunderland ou de la ville de Sunderland. C'est eux qui parlent avec un accent très coquet de cette manière-là. Et à partir de là, les policiers, et particulièrement George Oldfield, ont été tellement persuadés qu'ils ont bel et bien affaire à l'assassin que la vision tunnel ne fait que s'accroître. À ce moment-là, dès qu'ils trouvent un suspect, si le suspect ne parle pas avec un accent comme celui-là, il est immédiatement écarté de la liste. Okay. Et on va découvrir, malheureusement, qu'il s'agit à la fois les lettres comme l'enregistrement. Il s'agit d'un faussaire. Et l'analyse ADN va permettre en 2005 de remonter jusqu'à lui. Il s'appelle John Samuel Humble. C'était un show à l'époque. Il était chômeur, alcoolique. Et on va réussir donc à monter à lui. En 2006, il va être condamné à 8 ans de prison pour entrave à la justice. Ah, ça, c'est fascinant. Parce qu'il a essayé de falsifier les preuves. Oui, c'est ça. Et en fait, il a détourné l'attention des services de police. Les policiers ne cherchaient qu'un gars qui parlait comme lui. Alors que lui, dans le fond, c'est une plaisanterie qu'il a faite au service de police. Avec quelques verres dans le nez. Voilà. Et bon, il va décéder en 2019, mais il n'y a aucun lien avec les crimes de l'éventreur du Yorkshire. Mais il a comme fait une espèce de billet de confirmation. Les policiers étaient convaincus que c'était lui le tueur. Et il faut savoir que durant cette grande période d'investigation, parce que là, le temps va nous manquer, mais dans cette grande période d'investigation, les policiers vont avoir questionné à 9 reprises Peter Sutcliffe. Il y a eu l'affaire du billet de 5 livres sterling, mais en même temps, les policiers se sont dit, bon, comme beaucoup de ces crimes sont commis dans le red light de Chapeltown, à Leeds, toutes les voitures qui vont entrer dans ce secteur-là les week-ends avec des hommes seuls à bord, on va prendre le numéro de la plaque, on va interroger ces gens-là, et par toute une série de concours de circonstances, ce fameux Peter Sutcliffe, à 9 reprises, va être interrogé par les policiers, et chaque fois, il va trouver une façon de s'esquiver. J'avais autre chose, j'étais pas là, mais surtout, quand les policiers se présentent au poste en disant, on a trouvé un gars qui est un peu étrange, il s'appelle Peter Sutcliffe, ses alibis sont un petit peu faibles. La première chose que Oldfield, qui dirige l'investigation, leur demande, c'est est-ce qu'il parle avec un accent de Sunderland? Ouais. Quand les policiers disent non, il parle pas avec un accent de Sunderland, c'est un gars de la place, c'est un gars de Yorkshire. Ah, c'est sûr que c'est pas lui.
Donc, tu vois, on met de côté, là, Sutcliffe, en fait, va profiter de cette vision tunnel des services de police. Et puis, la façon dont il est arrêté, on doit avancer, on est en 1981, on est le 2 janvier. J'ai vu aussi l'information, Christian, qu'on a mis en nombre d'heures, le temps que ça a pris à la police avant de mettre le grappin dessus, puis on parle de 2,5 millions d'heures d'investigation et de traque. Je trouvais ça important de le dire. Et le 2 janvier 1981, écoute, là, ici, c'est vraiment un coup de chance. Le 2 janvier 1981, Sutcliffe est arrêté. Déjà, d'ailleurs, il avait été arrêté dans une autre affaire pour conduite en état d'ébriété, et pendant qu'il était en attente de son procès pour conduite en état d'ébriété, arrêté d'ailleurs dans le quartier chaud où les crimes étaient commis. Il va assassiner 2 autres femmes en attente de son procès. Mais bref, on est le 2 janvier 1981. Les policiers le nom de Sutcliffe est revenu à plusieurs reprises. D'ailleurs, à peu près 2 mois plus tôt, un collègue de Peter Sutcliffe, un certain Trevor Bursdale, a contacté les services de police pour dire « Moi, j'ai un collègue de travail qui est mon ami, mais c'est vraiment mon ami, mais... vous devriez porter plus d'intérêt à ce gars-là. Il est un peu étrange et ce gars-là s'appelle Peter Sutcliffe. » Donc, le nom revenait encore une fois. Mais le 2 janvier 81, un policier, on est à Sheffield. Là, on est dans le South Yorkshire. Des policiers d'une voiture de patrouille vont procéder à une vérification d'un véhicule. Il y a un homme et une femme à bord et la femme s'appelle Olivia Reeves. Elle a 24 ans. Et quand les policiers vérifient les plaques du véhicule, l'homme au volant, c'est Peter Sutcliffe. Les policiers vérifient les plaques d'immatriculation de la voiture. Et là, on constate que la voiture, qui est la voiture de Sutcliffe, la Sunbeam, mais on constate que les plaques ne correspondent pas. Alors là, comme rouler avec des plaques qui ne sont pas les tiennes, c'est illégal. Ben oui. Et là, il y a quelque chose d'incroyable. Pendant que tout ça se passe, les policiers disaient à Sutcliffe et à sa compagne, Olivia Rivers... Parce que oui, il y a une compagne, mais il y avait aussi une femme. Hein. J'aimerais ça avant il était marié. Pendant une femme tout qui avait été le diagnostiquée. temps des meurtres... Oui, une femme qui avait été diagnostiquée comme schizophrène. Les journalistes qui l'ont rencontrée disaient qu'elle était excessivement désagréable et on avait un environnement qui était excessivement violent à la fin. Autant elle que lui envers elle et elle envers lui. Là. Bon, ils n'ont pas eu d'enfants, elle a fait plusieurs fausses couches et ensuite elle est devenue stérile, donc le couple n'a pas eu d'enfants. Mais donc en ce 2 janvier, alors que les policiers sont là, ils ont immobilisé le véhicule sur le bas-côté de la route, ils en sont à vérifier les numéros de plaque. Sutcliffe dit au policier, là, écoutez, si je peux pas aller pisser, là, je vais pisser dans mes culottes. J'ai trop envie. Fait que les policiers disent, OK, c'est correct. Et pendant qu'on vérifie le numéro de plaque, Sutcliffe s'écarte un peu, il reste en vue des policiers. Il est de dos, près d'une citerne, une citerne à essence, il urine. Et puis ensuite, les policiers, l'arrêtent parce que les plaques d'immatriculation fonctionnent pas. Il est amené au poste, tout ça. On l'interroge et là, on constate, un des policiers, en fait, c'est le lendemain, un des policiers qui s'appelle Robert Ring trouve que ce gars-là qui est en garde à vue à cause de l'histoire des plaques, on va essayer de démêler tout ça, trouve que ce type-là ressemble étrangement au portrait robot que l'on a de l'éventreur du Yorkshire. C'est une des victimes, oui. Là, il se dit, c'est quand même curieux. Tu sais. Et là, en lisant le rapport de police, là, il apprend que durant l'interpellation, Sutcliffe s'est retiré, puis allé uriner. Tu sais. Je trouve ça un peu étrange, tu sais, qu'il choisisse ce moment-là pour aller faire son petit pipi. Là, tu sais, là. Alors, Robert Ring va retourner sur place, va aller là où il y avait la fameuse citerne, et il va trouver, caché, dissimulé sous la citerne, il va trouver un couteau, un marteau, une corde. Visiblement, Peter Sutcliffe avait bien l'intention d'assassiner Olivia Rivers ce soir-là, et n'eût été de cette interpellation, probablement que Mme Rivers aurait fini à la morgue. Donc cette fois-là, à partir du moment où on a ces éléments en main, on revient au poste, Peter Sutcliffe est confronté à ça. Et il va avouer effectivement que, assez rapidement, devant les preuves, le 4 janvier, donc 2 jours après son interpellation, Sutcliffe avoue les meurtres et il les raconte de manière très, très exhaustive, où, quand, comment, les paroles qu'il a prononcées. Et comme tu l'as si bien mentionné plus tôt, il va raconter que sa motivation était quelques années plus tôt, alors qu'il travaillait comme fossoyeur dans un cimetière. Il a entendu une voix qui apparemment émanait d'une pierre tombale.
salle. Il s'est approché de la pierre et là, Dieu lui a parlé. Il lui a dit qu'il devait débarrasser le monde des prostituées, les prostituées de Babylone, qu'il va utiliser comme expression. Oui. Et donc, Sutcliffe est formellement inculpé le 5 janvier. Il est accusé d'au moins 13, il y a 13 chefs d'accusation pour meurtre, 7 ou 8 chefs d'accusation pour agression, grave agression. Et Sutcliffe, son procès, qui va se tenir quelques mois plus tard, va plaider non coupable au chef d'accusation pour meurtre, ce qui fait que, d'une certaine façon, ça le place dans une zone grise, mais il plaide coupable à des homicides involontaires. Et pourquoi des homicides involontaires? Donc, disons, un chef d'accusation moindre. Il dit involontaire parce que il n'avait pas vraiment le contrôle de lui-même. C'est Dieu qui guidait ses gestes. Fait qu'il y a une genre de non-responsabilité pour troubles mentaux, quasiment. Voilà, il va essayer de jouer cette carte-là et éventuellement des médecins vont conclure effectivement qu'il pouvait souffrir de schizophrénie. Mais bon, est-ce qu'il souffrait de schizophrénie? On sait que sa femme, que tu l'as mentionné, était une femme violente qui avait des troubles de schizophrénie clairement établis. Est-ce qu'à voir sa femme agir en schizophrène a permis à Peter Sutcliffe de copier ses comportements pour tromper les médecins, pour dire voilà, moi aussi je souffrais de schizophrénie. Mais bref, il va être... il ne réussit qu'à moitié à convaincre le jury, donc finalement il est condamné à 20 fois des peines de prison à vie. Donc, il est clair que Sutcliffe ne sortira jamais de prison. Donc, il est envoyé au pénitencier. Il réussit à ce moment-là. On n'a pas réussi. La Cour ne s'est pas prononcée en disant ce type-là souffre de maladie mentale. Même si pour l'ensemble des gens, il est clair qu'un individu comme celui-là souffre de troubles mentaux. Il n'y a pas un diagnostic clairement établi. Donc, il est envoyé au pénitencier. Mais alors qu'il est au pénitencier, il va réussir à convaincre les gardiens du pénitencier que s'il n'était pas fou au moment de son procès, il l'est devenu en prison, tant et si bien qu'il va être transféré éventuellement dans un centre carcéral, ou là, un centre carcéral qui est pour les malades mentaux, avec évidemment des libertés et des services beaucoup plus légers, parce que quand tu es dans un centre pour malades mentaux de ce type-là, pour criminels, tu n'es pas considéré comme un criminel, tu es considéré comme un malade, et ce qui fait toute la différence. Donc, les comportements autour de toi, l'environnement n'est pas un environnement pour maintenir derrière les barreaux un criminel, mais pour plutôt porter des soins à un malade. Et essayer de te faire fitter le plus possible dans la société après, puis te réinsérer socialement, là, j'imagine. Voilà. Sutcliffe ne sera pas réinséré. Non, il ne s'est pas rendu. Non, il ne s'est pas rendu jusque-là. Il va décéder en 2020 suite à des complications pour son diabète. Et puis, bon, et ainsi disparaît l'éventreur du Yorkshire, mais qui, comme on l'a mentionné un peu plus tôt dans l'émission, après le décès de Peter Sutcliffe, après son accusation, des journalistes vont se repencher sur l'affaire Sutcliffe, des femmes journalistes qui vont un peu être choquées en apprenant un peu comment l'enquête policière a été menée, vont faire énormément de démarches et éventuellement réussir à obtenir des documents qui étaient gardés secrets, des investigations à l'interne qui montrent le laxisme des services de police et éventuellement des commissions fédérales au pays, en Grande-Bretagne, vont porter des accusations directes contre les services de police qu'on va accuser d'avoir eu cette vision tunnel, d'avoir méprisé sous prétexte que les victimes étaient de mœurs légères ou des prostituées, d'avoir un peu négligé certaines pistes de l'investigation et surtout de s'être arrêté à cette histoire de cassette audio qui pendant des mois ont mobilisé les forces de police à essayer de trouver un homme qui parlait de cette voix-là, alors qu'on n'avait aucune preuve qui permettait de conclure que cette voix-là enregistrée était celle de l'assassin. Qui plus est, des experts étaient venus dire au service de l'ordre que tout ce qui était dit dans la cassette était des trucs qui avaient déjà été publiés dans les journaux. On aurait pu s'attendre à ce que l'assassin dise tu sais, la dernière victime, quand je lui ai enfoncé le couteau dans la gorge, c'est donner un détail qui n'aurait pas paru dans les journaux, mais il y avait absolument rien.
tous les éléments qui étaient évoqués sur la bande audio montraient que l'auteur de ça avait pu s'alimenter dans les rapports de la presse. Okay. Bref, c'est une affaire qui a beaucoup choqué l'Angleterre, on le comprend, quand tous ces éléments-là ont été rendus publics. Et la plupart des policiers qui ont été impliqués dans l'investigation sur l'éventreur du Yorkshire ont été ou démis de leurs fonctions, ou ils ont été transférés dans d'autres services moindres. Pour se faire oublier. Pour se faire oublier, et peu à peu, évidemment, la vie a continué son cours, mais l'éventreur du Yorkshire demeure encore certainement moins célèbre que son célèbre émule de l'ère victorienne. Oui. Mais quand on considère les tueurs qui ont marqué l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est sûr que Peter Sutcliffe figure en bonne place. On a même essayé de rouvrir le dossier en 2017, de ce que j'ai lu, pour essayer de peut-être trouver des potentielles victimes. On n'a pas été capable d'ajouter de charges contre Peter Sutcliffe. Ouais. Mais on a retrouvé d'autres victimes. Je peux comprendre leur frustration. On a retrouvé d'autres victimes qui avaient été agressé par Sutcliffe et de différentes manières. D'ailleurs, dans toutes les victimes que j'ai mentionnées, il y a une seule de ces victimes-là pour laquelle on va avoir une preuve qu'il y a eu agression sexuelle. Dans toutes les victimes de Sutcliffe. Une seule qui a été agressée sexuellement dans le sens qu'on l'entend, là, avec pénétration et tout le reste. Okay. Pour les autres, c'est des agressions, coups à la tête et tout le reste. Et on va retrouver d'autres femmes qui ont été agressées par un inconnu qui les a frappées avec un coup de marteau à la tête. Mais ces femmes-là, évidemment, elles ont l'impression qu'il n'y a pas eu justice parce que lorsqu'elles ont dit, on a dit, vous êtes probablement une victime de Peter Sutcliffe, ces femmes-là se sont dit, oui, OK, est-ce qu'il y aura des accusations? Puis la réponse était souvent, comme on l'a vu aussi avec Richard Ramirez, il y a quelques semaines, quand on en avait parlé. À un moment donné, on se dit, ouais, mais tu sais, le type a été condamné à mort, on ne fera pas un autre procès, on ne peut pas le condamner plus. Et c'est un peu la même chose, et c'est pour les services de police ou pour la jurisprudence et l'État, les bourses de l'État. On se dit, on a déjà eu le procès de Sutcliffe, il est condamné, il est derrière les barreaux, il sortira jamais. Dossier clos. On n'investira pas, dossier clos, on n'investira pas d'autres sommes d'argent pour tenir un procès. Mais on comprend que sur le plan humain, ces victimes oubliées, parce que leurs noms n'ont pas été cités à procès, c'est un peu comme si elles étaient des fantômes dans l'histoire de Peter Sutcliffe, elles se sont un peu senties lésées. Mais bon, c'était vraiment un personnage qui était méprisable. Mesdames et messieurs, notre suspect X de la soirée, l'éventreur de Yorkshire, Peter Sutcliffe. Merci beaucoup, M. Christian Page. Ça me fait plaisir. À bientôt un mois. D'ici, le 17 mai, on a, tu as en fait une conférence à Montréal. Je tiens à le rappeler aux auditeurs avant qu'on se laisse. Crime occulte, est-ce qu'il te reste encore de la place ou c'est sold out aussi? Quelques places encore pour la conférence de Montréal. Malheureusement, pour Québec, c'est complet. Mais bon, il y aura peut-être une reprise cet automne à Québec là, pour ceux qui auront manqué la conférence de ce printemps. Super. Tous les infos au christian-page.com. Merci, Christian, et on se dit à lundi prochain. Oui, absolument. Ciao. Bye. Suspect X. Radio X.